Ebola, Marburg. Des virus mystérieux qui réduisent les entrailles en charpie et tuent jusqu'à 9 personnes infectées sur 10. Que se passera-t-il quand ces tueurs microscopiques arriveront chez vous? L'histoire que vous allez suivre est imaginaire, mais les faits scientifiques sont avérés. Nous sommes après-demain, quelque part dans la jungle ougandaise. Le gouvernement américain a dépêché un médecin sur place pour élucider une affaire de meurtre médical. S'il réussit, il pourra arrêter un tueur avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Comme tous les détectives, il remonte une piste et cherche des indices dans le passé récent. Qu'est-ce que j'ai? Je suis infecté? « 48 heures plus tôt, sur une base militaire proche de Washington. Un officier des forces spéciales américaines rentre d'une mission en Ouganda. Il voyage léger, juste son barda et ses armes. Il a une stature imposante. Mais ce qu'il y a de plus effrayant chez lui, c'est ce qui se cache sous sa peau. Un virus est entré dans son corps. Pour l'instant, il est tapi dans les fines parois de ses capillaires, presque perdu au milieu des disques d'hémoglobine. Un filament d'Ebola. Mesurant seulement 80 nanomètres de large. Le virus Ebola est incroyablement petit, mais les dégâts qu'il provoque sont immenses. Ce virus vermiforme recèle un code génétique qui intime l'ordre au corps humain de s'autodétruire. Après des mois de combat dans la jungle et un long voyage de retour, le soldat pense qu'il va enfin pouvoir souffler. En réalité, dans les prochaines 48 heures, son état ne va faire qu'empirer. Bienvenue au bercail. Ouah. Salut, ça va? T'es rentré quand? Aujourd'hui. T'es blessé à la main? Si tu voyais l'autre type, On se boit une bière plus tard? ça marche. Le soldat met sa fatigue sur le compte du décalage horaire après le long vol jusqu'aux États-Unis. Mais c'est la première phase d'une déchéance biologique. Ebola compose la moitié d'une toute petite famille de virus appelée filovirus. Le virus de Marburg est l'autre membre de ce clan. Tous deux provoquent des fièvres hémorragiques, sans doute les plus terrifiantes de toutes les maladies. Marburg et Ebola déchiquettent leurs victimes de l'intérieur, réduisant leur corps à un amas de sang et de tissu flasque. Et leur taux de létalité est exceptionnel. Les maladies meurtrières comme la peste ou la fièvre jaune sont fatales à environ 20% des personnes infectées. Le virus tant redouté de la variole parvient au chiffre de 30%.
Mais les filovirus tuent dans 50 à 90% des cas. Pour l'instant, Ebola et Marburg se sont surtout attaqués aux populations d'Afrique centrale. Il semble que ces deux virus rôdent quelque part dans la jungle et que des incursions dans la forêt pluviale les aient fait sortir de leur cachette. Selon les scientifiques, les filovirus seraient apparus il y a des millénaires. Le virologue Peter Jarling étudie Ebola et Marburg depuis plus de 10 ans. Il n'existe aucun virus comparable dans la nature. Les virus primordiaux sont là depuis très longtemps puisque rien ne peut être le point de départ de leur évolution. Selon certaines hypothèses, les pestes bibliques auraient pu être des épidémies d'Ebola. Ils ont beau être très anciens, jusqu'à récemment, les hommes ignoraient l'existence des filovirus. Marburg a été découvert en 1967, quand un lot de singes de laboratoire a infecté des scientifiques en Yougoslavie et à Marburg, en Allemagne. Comme le veut la coutume, la maladie a été baptisée du nom de l'endroit où s'est produit sa première flambée. Ebola s'est fait connaître en 1976 en tuant 280 des 318 personnes qui l'avaient infecté. Ebola Zaïre, du nom d'un fleuve situé dans l'actuelle République démocratique du Congo, reste la souche la plus mortelle du virus. Après avoir disparu de la circulation pendant 20 ans, il a refait surface au milieu des années 1990 et continue à décimer régulièrement des villes africaines. 3 autres souches d'Ebola ont été identifiées. Ebola Soudan, Ebola Côte d'Ivoire et Ebola Reston. À L4, elles ont infecté et tué près de 2000 personnes. Marburg était autrefois considéré comme le virus le moins dangereux de la famille. Mais récemment, il s'est révélé tout aussi virulent que ses cousins. Au début du XXIe siècle, une flambée de Marburg parmi des mineurs congolais a tué 128 des 154 hommes infectés. Une autre épidémie du virus de Marburg a éclaté fin 2004 et tué plus de 300 personnes en Angola, dont beaucoup d'enfants. Nul ne sait comment ces épidémies ont commencé. D'ailleurs, pendant plusieurs mois, les Angolais n'ont pas réalisé que le virus de Marburg circulait librement. La plupart des premiers malades ont été diagnostiqués à tort, comme des cas de malaria, de typhoïde ou de fièvre jaune. Pour l'instant, les épidémies des virus de Marburg et Ebola ont été confinées à l'Afrique centrale. Les problèmes hors du continent étaient le résultat d'accidents laboratoires. Mais tôt ou tard, quelqu'un emportera ces maladies jusqu'à la ville, puis dans le reste du monde. « 19h, le soldat de la visite. Je me suis dit que tu ne faisais rien. Bienvenue chez toi. Bienvenue, oui. Comme le VIH, Ebola se propage par les échanges de fluides corporels. Et même une simple toux peut être fatale si on est touché par quelques gouttelettes de salive. En conséquence, un contact intime avec un porteur d'Ebola fait courir des risques énormes. Le soldat s'endort et pendant ce temps, le virus prend possession de son corps. La semaine d'incubation d'Ebola Zaïre est terminée. Le soldat est de retour sur le sol américain depuis moins de 24 heures. Le virus Ebola qu'il a ramené d'Afrique se multiplie à une vitesse effrayante. Les premiers signes de la maladie sont un mal de tête aigu, une sensation de nausée et des douleurs dans tout le corps.
soldat sait qu'il est malade, mais à ce stade, son cerveau est embrouillé. La forte fièvre et l'épuisement ont raison de lui. Il pense peut-être souffrir de la malaria ou de la typhoïde, ou de la pire gueule de bois de sa vie. Mais son sang va cesser de coaguler normalement. Il va s'écouler par son nez, sa bouche et ses yeux. Il finira par saigner de tous les orifices de son corps. Mais ces symptômes terribles ne sont que les effets secondaires du vrai problème. Ses organes internes se décomposent. Dans son foie, de petites fissures apparaissent. Les fins capillaires qui transportent le sang dans tout l'organisme se déchirent. Et quand les parois des capillaires cèdent, le sang se répand partout. Cela se produira d'abord dans le foie. Puis l'hémorragie se propagera dans le reste du corps. À mesure que l'infection grignotera son cerveau, sa léthargie et sa désorientation ne feront qu'empirer. Quand des maladies mystérieuses touchent des soldats, l'Institut médical des maladies infectieuses au sein de l'armée américaine en trouve la cause, et parfois le remède. Cet institut est situé à 75 km de Washington. Jusqu'en 1969, il était au cœur du programme d'armes biologiques de l'Amérique. Aujourd'hui, ce centre très sécurisé remplit une mission inverse. C'est là que des médecins combattent les plus dangereux agents pathogènes de la planète. Les soldats américains sont envoyés partout dans le monde. La mission de l'Institut est de les protéger des maladies infectieuses qu'ils pourraient croiser sur leur route. Quand on travaille sur des tueurs microscopiques comme Ebola, les risques ne doivent pas être pris à la légère. Si toutes les maladies étudiées ici s'échappaient, leur pouvoir de destruction serait sans doute irrépressible. Les laboratoires de l'Institut des maladies infectieuses sont conçus pour éviter que ce cauchemar ne devienne réalité. Les labos sont répartis en 4 catégories de sécurité biologique. Les plus bas niveaux de biosécurité, 1 et 2, concernent les agents pathogènes curables ou non mortels comme la rougeole, les oreillons ou les rhinovirus responsables des simples rhumes. Le niveau 3 de biosécurité s'applique aux laboratoires étudiant des organismes pouvant provoquer des maladies graves ou mortelles, mais pour lesquels il existe un vaccin ou un traitement. C'est le cas de la peste, de la rage et de la tuberculose. Un système d'aération à sens unique, avec une pression négative, piège les microbes dangereux à l'intérieur. Tous les laborantins doivent porter une combinaison protectrice et des gants. Et puis, il y a le niveau 4 de biosécurité, tellement dangereux que l'air et l'eau qui circulent dans le laboratoire sont pompés et surchauffés en permanence pour tuer tous les microbes. Le niveau 4 est réservé aux virus les plus dangereux, des spécimens vivants d'agents pathogènes comme la variole, l'anthrax ou Ebola. Des maladies tueuses hautement infectieuses pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Les chercheurs doivent passer par des dizaines d'injections et des mois de formation avant d'être autorisés à franchir ces portes étanches. Ils portent en permanence des combinaisons spéciales équipées de systèmes indépendants d'adduction d'air. Travailler dans ce laboratoire exige des nerfs d'acier. Une lame ou une aiguille qui dérape peuvent entraîner une exposition et la mort dans d'atroces souffrances. Peter Jarling, scientifique à l'Institut, connaît bien les risques qu'il y a à étudier Ebola.
Il n'existe aucun traitement disponible, aucun vaccin, aucune mesure efficace pour soigner Ebola. Donc, quand on travaille dessus, il faut savoir que si on l'attrape, on a de fortes chances de mourir. Et pour éviter un drame, ceux qui sont accrédités niveau 4 suivent une procédure très stricte de décontamination et de protection. Tout d'abord, ils se déshabillent et passent par une série de sas. Ensuite, ils se douchent avant d'enfiler un uniforme propre et leur combinaison. Ils se douchent avant d'enfiler un uniforme propre et leur combinaison. Les uniformes violets se mettent à l'entrée. À la sortie, ils doivent être laissés dans un autoclave. Les combinaisons étanches sont en plastique polyéthylène épais. Une fois à l'intérieur, de l'air purifié est envoyé par un tuyau pour que le scientifique puisse respirer. En cas de débranchement accidentel, il a 4 minutes pour se raccorder à un autre tuyau. Passé ce délai, il a le choix entre s'asphyxier et enlever sa combinaison et inspirer ce qui flotte dans l'air. Enfin, il y a une dernière douche, une pulvérisation d'ammoniac chaud. À la fin de sa journée, ce scientifique doit répéter toute la procédure en sens inverse. Peter Jarling a passé la majeure partie de sa carrière au niveau 4. Travailler dans une combinaison spatiale n'est pas une partie de plaisir. Le principal inconvénient, c'est l'arrivée d'air qui fait un bruit assez fort, en continu. On a du mal à communiquer et c'est impossible de parler au téléphone. L'air est également très sec, alors on se déshydrate. Mais on évite de boire pour des raisons évidentes. Il faut aussi faire attention à l'emplacement des tuyaux d'air pour ne pas s'emmêler avec les autres personnes du labo ou avec l'équipement. C'est donc très encombrant et, pour être honnête, assez pénible. La recherche médicale implique l'usage de lames coupantes et d'aiguilles, des instruments dangereux en toutes circonstances, mais encore plus dans un labo où grouillent les tueurs microscopiques. Depuis son ouverture en 1969, personne n'est mort à l'Institut des maladies infectieuses. Mais il y a eu une vingtaine d'expositions accidentelles à des agents infectieux mortels, dont Ebola. En cas d'incident dans le niveau 4, on passe un long séjour dans ce que l'on appelle la prison, une cellule de confinement fermée de l'extérieur. Pendant des décennies, rares étaient ceux hors de l'armée qui connaissaient la mission médicale à haut risque de l'Institut. Et puis Ebola est arrivé en Amérique. Je n'avais jamais travaillé sur Ebola avant qu'il ne vienne frapper directement à notre porte, avec Ebola Reston. Pour tout dire, Ebola était le virus sur lequel je ne voulais pas travailler, parce qu'il me faisait plus peur que tous les autres réunis. En 1989, un élevage des Philippines a envoyé une centaine de singes aux États-Unis. Ils se sont retrouvés dans un laboratoire de recherche médicale à Reston, en Virginie, tout près de Washington. Mais très vite, les singes ont commencé à mourir, sans raison apparente. Intrigué, le laboratoire a envoyé des échantillons de sang et de tissu à l'Institut des maladies infectieuses. Peter Jarling a procédé au test et s'est retrouvé face à une nouvelle souche d'Ebola. Il a transmis ses conclusions à C.J. Peters, alors chef du service d'évaluation des maladies. Immédiatement, ce qu'il a vu lui a glacé le sang. C'est l'effet que ça m'a fait quand Peter Jarling m'a montré cette photo au microscope électronique d'une variante d'Ebola, en me disant « On l'a mis en culture à partir d'un singe venu de Reston, en Virginie, à 45 km d'ici. » Je vous avoue que j'ai eu la chair de poule, parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce genre de truc près de chez soi. Un agent pathogène de niveau 4 s'était infiltré dans les faubourgs de la capitale américaine. C'était un virus qui ressemblait à l'un des plus mortels qu'on connaissait. Il tuait des singes et se propageait parmi eux. Qu'allait-il arriver si un humain était infecté? On n'avait pas envie de le savoir, alors on leur a conseillé d'abattre tous les singes.
Le laboratoire a bien tué les animaux infectés. Mais ensuite, d'autres singes gardés à l'écart du premier lot ont commencé à mourir. C'était une nouvelle terrifiante. Elle signifiait que cette souche inconnue d'Ebola flottait dans l'air. Ebola Reston a tué 100% des animaux infectés. Et si le virus s'était échappé du bâtiment et avait touché des humains? C'était un scénario trop horrible pour être envisagé. Peters a envoyé une équipe de l'Institut pour évacuer les singes et décontaminer le laboratoire. Ces images très rares montrent l'unité médicale restreinte qui a risqué sa vie pour nettoyer la zone à risque. Après avoir éliminé les cadavres de singes, l'équipe a récuré le laboratoire dans ses moindres recoins avec de l'eau de javel. Ensuite, elle a fait brûler du formaldéhyde pendant 3 jours pour éradiquer toute trace résiduelle du virus. Mais ce n'était pas fini. 4 laborantins ont été testés positifs pour une infection à Ebola. Il y a eu 4 infections humaines, mais elles étaient toutes asymptomatiques. Donc, on peut dire qu'on l'a échappé belle. On a découvert que ce virus-là était nettement moins pathogénique pour les humains que les souches classiques d'Ebola. La première flambée d'Ebola Reston avait donc été contenue, mais le virus lui-même circule toujours. En 1992, Ebola Reston a frappé un centre de recherche. Puis en 1996, le virus a tué d'autres singes de laboratoire au Texas. Dans ces 2 cas, la piste remontait aux Philippines. Comment une maladie africaine a-t-elle infecté des singes en Asie du Sud-Est? Les enquêteurs ne l'ont jamais su. Les fournisseurs et les importateurs du marché des singes n'ont pas voulu collaborer aux investigations. Mais pour tenter de stopper la propagation meurtrière de cette souche, tous les singes de l'élevage philippin ont été euthanasiés. On m'a dit qu'il fallait tous les abattre, même les bébés. C'était de la folie. Éliminer les populations infectées ou menacées stoppe les flambées. Mais que faire quand la maladie s'attaque à l'homme? Troisième jour, 15 heures. Le soldat a dormi plus de 24 heures. Diamant! Ouvre! Diamant! Diamant, je sais que t'es là. Ouvre la porte. Tu m'as posé un lapin hier soir. Réveille-toi! Regarde-moi. Tu sais où tu es? Regarde-moi. Diamant, qu'est-ce qui s'est passé? Son ami ignore quel mal le ronge. Et alors qu'il devrait garder ses distances, sa réaction instinctive est d'aider son frère d'armes. Mais cette générosité va lui coûter très cher. Tandis qu'il saigne, le soldat infecté répand des millions de virus Ebola. Quand vous touchez un malade atteint d'Ebola, vous n'êtes qu'à quelques microns d'un réservoir de virus infectieux. S'il y a des lésions sur la peau, ou si le patient saigne, alors vous êtes directement exposé au virus. Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'endors pas. Reste avec moi. Stay with me. Stay with me. Come on. Just hold on to me. Just hold on to the railing. Come on, boy. Good, 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 good. Hold on to me. Hold on to me. Come on. Come on. Il est trop tard. Infirmière! Infirmière! Infirmière!
Le virus Ebola a colonisé tout le corps du soldat en quelques jours. À l'intérieur, une hémorragie majeure a détruit les tissus de ses organes principaux. Bien souvent, les scientifiques n'apprennent rien des autopsies pratiquées sur les victimes d'Ebola. Les dégâts sont tels qu'il ne reste rien à étudier. On ne peut rien faire pour l'instant. Il vaut mieux le coucher par terre. Il existe de nombreuses portes d'accès vers le système sanguin. Par exemple, les fins capillaires des yeux. Une fois que les filaments vermiformes d'Ebola s'insinuent dans un hôte, rien ne peut les arrêter. Bien souvent, l'infection et la mort arrivent sans tarder. Un millilitre de sang humain infecté peut contenir entre 10 000 et 1 million de virus Ebola. Les médecins, surtout sur une base militaire, pensent immédiatement à un virus hémorragique. Leur première mesure est la mise en quarantaine de toutes les personnes exposées. On les décontamine par des douches avant de les isoler pendant des semaines pour procéder à des analyses et observer leur état de santé. Cette perspective enchante rarement. Mais la décontamination et l'isolement sont essentiels dans la stratégie de confinement d'une flambée d'Ebola. Les hôpitaux des pays riches sont équipés et formés pour traiter ce type de crise sanitaire. Mais dans les dispensaires des campagnes africaines, la situation est désastreuse. Il est extrêmement difficile d'assurer la stérilité des locaux. L'argent manque, et parfois les cliniques font des économies en réutilisant les seringues, un moyen idéal pour transmettre Ebola d'un patient à un autre. Les victimes d'Ebola sont souvent entassées dans des salles communes ou entourées de leur famille, sans masque ni protection. Le virus peut alors se propager facilement. Le personnel hospitalier peut également être infecté et le transmettre aux autres patients. Les épidémiologistes appellent cela l'amplification, quand la mauvaise qualité des soins médicaux transforme une flambée localisée en épidémie. Ces épidémies d'Ebola commencent généralement avec un seul cas. Une personne tombe malade dans une ville ou un village et transmet le virus à son entourage direct. Puis un des malades finit par être emmené dans un hôpital africain où on ne met ni gants, ni blouse, ni masque, où aucune précaution n'est prise. Toutes les conditions sont réunies pour la transmission du virus. La maladie continue à se propager jusqu'à ce que tout le monde dans l'hôpital meure ou s'en aille. Et logiquement, pendant les épidémies, les personnels médicaux sont souvent vus d'un mauvais œil, voire attaqués. Tout ce que les villageois constatent, c'est que les malades hospitalisés ne reviennent presque jamais vivants. Certains sont même persuadés que les cliniques ont délibérément propagé Ebola et Marburg pour gagner plus d'argent. Les facteurs culturels n'aident pas non plus.
Ainsi, en Afrique centrale, les uniformes blancs portés par les médecins sont considérés comme des symboles de sorcellerie. Ces peurs ont poussé les gens à cacher les malades et les mourants aux autorités sanitaires. Et les problèmes ne s'arrêtent pas à la mort des victimes. Le virus peut survivre et se développer des semaines dans un cadavre. Les cérémonies d'inhumation des défunts sont également une source majeure d'infection. Ebola est une maladie impitoyable, où que ce soit. Mais les conditions de vie dans les régions pauvres le rendent encore plus redoutable. Il a tous les atouts pour s'adapter aux humains. Et je crois qu'il est très dangereux de laisser ces épidémies se répandre en Afrique, comme c'est souvent le cas. Parce qu'on manque de ressources, ou que les problèmes sociaux empêchent notre intervention. Si les médecins comprennent à quoi ils ont affaire, ils agissent immédiatement pour contenir la flambée. Qu'est-ce que j'ai? Je suis infecté ou pas? Je sais que vous êtes là. Si notre scénario devient réalité, le soldat exposé à Ebola sera enfermé dans la prison du niveau 4. Il y sera placé en quarantaine et sous observation constante jusqu'à ce qu'il soit déclaré en bonne santé ou qu'il meure. Pendant ce temps, les scientifiques du niveau 4 de biosécurité procéderont à des analyses. Un échantillon sanguin sera observé au microscope électronique, un instrument suffisamment puissant pour voir des atomes et des virus. Et voilà ce qu'ils trouveront. Ebola Zaïre. Pendant que le labo examinera le virus, les enquêteurs épidémiologistes reconstitueront les allées et venues du premier soldat infecté. Comme sur une scène de crime, ils chercheront des indices pour résoudre cette affaire de meurtre biologique. Où a-t-il contracté la maladie? La contamination est-elle accidentelle ou intentionnelle? En d'autres mots, le soldat est-il la victime d'une guerre biologique? Ou bien a-t-il été exposé à Ebola dans la nature? Depuis combien de temps est-il malade? A-t-il transmis le virus à des tiers? Avec Ebola, chaque seconde compte. La source de l'infection doit être identifiée et isolée. C'est plus facile à dire qu'à faire. Plus on met de temps à localiser l'origine d'une flambée, plus on a de risques de la voir dégénérer en épidémie majeure. Heureusement, les déplacements du soldat ont été cantonnés à la base militaire. Dans un environnement aussi étroitement surveillé, il est relativement facile de boucler le périmètre pour le décontaminer. Pendant ce temps, tous ceux qui ont été en contact avec le soldat doivent être retrouvés et placés en observation jusqu'à ce que les tests reviennent négatifs. Personne n'a jamais survécu. Ça s'annonce mal pour sa petite amie. Le virus Ebola a déjà pris racine dans son foie. Malgré des décennies de recherche, Ebola reste en grande partie une énigme. On pense que la maladie sape les défenses du corps en envahissant et en tuant les globules blancs qui combattent les infections. Le virus déjoue les contre-attaques du système immunitaire en se cachant à l'intérieur des macrophages, les cellules qui montent la garde dans l'organisme. Les macrophages luttent contre les infections bactériennes, mais peuvent être vulnérables au virus. Un macrophage ne meurt pas discrètement. Il tire la sonnette d'alarme en libérant un grand nombre de cytokines dans le sang. Une poussée de cytokines prévient le reste du système immunitaire qu'il faut intervenir contre un virus. Mais avec Ebola, quelque chose se détraque. Les cytokines deviennent trop nombreuses et déchirent les parois des vaisseaux sanguins. Le sang se déverse alors dans les tissus voisins. Le cycle se répète jusqu'à ce que la victime se vide de son sang. Personne ne comprend encore pourquoi cela se produit. Mais nous savons qu'une fois le processus engagé, l'hémorragie massive est pratiquement impossible à enrayer.
On constate une destruction diffuse des organes. C'est comme mourir d'un millier d'entailles. Vous avez un nombre incalculable de petites lésions à l'intérieur du corps. Dans le scénario présent, l'objectif est de stopper le virus avant qu'il ne fasse d'autres victimes aux États-Unis. Pendant ce temps, un enquêteur médical se rend en Ouganda pour chercher la source de la flambée. Le chasseur de virus est armé de connaissances précises sur le mode de propagation des maladies et d'un dossier complet sur ce cas précis. Il sait que le soldat infecté a fait une dernière patrouille avant de rentrer chez lui. Mais si le capitaine a attrapé le virus, ce n'est pas le cas des 2 sergents qui l'accompagnaient. Pourquoi ? Il doit également déterminer si c'est un incident isolé ou un épisode d'une épidémie plus vaste qui serait jusqu'alors passé inaperçu. La piste a maintenant 1 semaine et le médecin doit agir tant qu'il y a encore des indices à relever. C'est là qu'on a trouvé le corps du rebelle. Avec beaucoup de sang? Oui, sur la poitrine. Vous devez tout me dire. Je dois savoir exactement où vous êtes allé ce jour-là. Quand les chasseurs de virus parviennent à identifier les premières victimes d'une flambée d'Ebola, ce sont souvent des gens qui se sont aventurés au cœur de la forêt pluviale africaine. Autrefois, cette immense jungle très dense était quasi impénétrable. Mais à mesure de l'expansion démographique et de la raréfaction des ressources, un nombre croissant d'hommes se sont installés dans les forêts primaires et secondaires. Le médecin est ici avec 2 objectifs. Le premier, reconstituer l'enchaînement des événements qui ont conduit à l'infection du soldat. Le second, mettre la main sur le saint Graal de tout chasseur de virus, la cachette d'Ebola dans la nature, ce que les virologues appellent son réservoir. Un réservoir est un animal ou une plante qui peut être porteur du virus sans tomber malade. Les problèmes surgissent quand une forme de vie non immunisée est infectée. Dans le cas d'Ebola, le réservoir naturel, probablement un animal, parvient à transmettre le virus aux primates. Les grands singes succombent rapidement à la maladie. Ils peuvent infecter les humains dont la biochimie est similaire. Localiser le réservoir d'Ebola aidera les scientifiques à étudier le cycle de vie de la maladie et peut-être à trouver comment l'interrompre. Mais jusqu'à présent, leurs tentatives ont été entravées par l'immensité de la jungle et sa très grande biodiversité. Le virus Ebola est sans doute l'un des plus fascinants. Il a quelque chose d'insaisissable. Son réservoir dans la nature est un mystère depuis des années. Malgré de gros efforts pour explorer les zones où la maladie est apparue et capturer tout ce qui rampe, marche ou vole. Toutes ces tentatives héroïques se sont soldées par des échecs. En 1995, Ebola Zaïre a refait surface et tué 250 personnes. En tant que chef de l'unité des agents pathogènes pour l'Institut de contrôle des maladies, C.J. Peters a mené des recherches poussées pour trouver la cachette d'Ebola. Nous avons pu remonter jusqu'à ce que nous pensons être l'infection originelle, l'homme par qui c'est arrivé, le célèbre patient 0. Là, nous nous sommes dit, maintenant c'est simple, nous savons qui c'était et ce qu'il faisait. Il suffit d'étudier ses déplacements. Mais il se trouve qu'il vivait en ville et circulait à vélo dans les prairies, jusqu'à une zone de la forêt secondaire. Et pour couronner le tout, 2 jours par semaine, il allait dans la forêt primaire. Et parfois, il passait même la nuit. Il était donc exposé de jour comme de nuit dans la forêt primaire. Pour résumer, il fallait tout inspecter. Et quand vous devez tout examiner, dans les tropiques, les ennuis commencent. Nous avons passé au crible tous les mammifères que nous avons pu attraper et environ 30 000 arthropodes. Et nous n'avons trouvé aucune trace du virus Ebola.
Le réservoir reste un mystère. Il n'existe aucune preuve scientifique en ce sens. Mais un animal est un suspect idéal. Les chauves-souris appartiennent à une espèce suffisamment répandue pour être en contact avec des humains, tout en étant suffisamment rares pour que les flambées ne soient pas trop fréquentes. Elles pourraient bien être des porteuses saines du virus. Les chauves-souris ont également éveillé les soupçons, car plusieurs crises d'Ebola ont été liées à des grottes. Il est possible que du guano contaminé ait contribué à la propagation de la maladie. Comme tous les détectives, les chasseurs de virus remontent toutes les pistes pour assembler les pièces d'un puzzle. Celui-ci sait que le soldat malade ne s'est pas approché d'une grotte. En revanche, à son retour, il avait une entaille sur la main. D'où vient-elle? Le campement des rebelles était là. Ici Delta One, un ennemi fonce sur toi. C'est une blessure superficielle, pas de quoi alarmer un soldat aguerri. Mais suffisamment importante pour qu'une particule microscopique d'Ebola s'infiltre dans son circuit sanguin. Maintenant, le chasseur de virus doit découvrir comment et pourquoi c'est arrivé, et si quelqu'un d'autre a été exposé. Trois soldats américains dans la jungle ougandaise, prêts à lutter contre tout ce qui croisera leur route. Du moins, le pensent-ils. Leur pire ennemi est invisible à l'œil nu. Et aucune arme ne peut l'atteindre. Il se cache dans du sang. Ebola survit dans la peau et les glandes sudoripares de ses victimes bien après leur mort. Le virus contenu dans ce sang est sans doute inactif, mais encore détectable. Le médecin soupçonne que le soldat a été infecté ainsi. L'analyse de l'échantillon lui en donnera la preuve. Le soldat a contracté Ebola par une plaie ouverte, entrée en contact avec le sang d'un cadavre infecté. Mauvaise idée. Cela signifie qu'Ebola Zaïre est en circulation et que de nombreux décès locaux ont été diagnostiqués à tort comme des cas de typhoïde ou de malaria, alors que c'était le début d'une épidémie d'Ebola. Les villageois ne comprennent pas ce qui se passe. Ils croient que c'est la malaria, et ça ne fait qu'aggraver la situation. La priorité est de maîtriser la flambée. Mais souvent c'est impossible, car beaucoup de ces virus sont mal compris. Nous devons en savoir plus sur la maladie pour pouvoir mieux la combattre et empêcher sa résurgence à l'avenir. Mais il y a une autre question. Un civil ne se la poserait pas, mais ici, la victime est un militaire. Est-ce une simple affaire de malchance ou un acte de guerre? Le médecin doit considérer les faits. Les forces spéciales américaines soutiennent le gouvernement ougandais contre l'armée rebelle. Les rebelles sont retranchés dans la forêt, justement là où rôde Ebola. Supposons qu'ils découvrent qu'un de leurs hommes est malade. Vont-ils l'emmener à l'hôpital? Ou l'abattre et laisser son cadavre infecté, là où l'ennemi le trouvera, comme une sorte d'arme biologique du pauvre? Ils ne seraient pas les premiers à vouloir utiliser Ebola comme une arme. À l'Université du Texas, à Galveston, C.J. Peters dirige aujourd'hui le Centre de la biodéfense et des infections émergentes. De nombreuses armes du bioterrorisme sont des infections émergentes, de graves dangers existant dans la nature.
On ne fabrique pas un virus, on le trouve quelque part. La constitution d'un arsenal biologique par un État est interdite depuis un traité de 1972. Mais l'Union soviétique ne l'a pas respectée. En 1991, elle a créé une souche du virus de Marburg qui se propage dans l'air. Son but était de l'embarquer à bord de missiles devant être envoyés sur les grandes villes américaines. Qu'est-il advenu de ces stocks? Ils sont censés avoir été détruits, mais dans le chaos qui a suivi l'effondrement de l'URSS, impossible d'en avoir la certitude. Heureusement, certaines nouvelles sont rassurantes. Depuis l'épisode de Reston en 1989, Peter Jarling et ses collègues se sont efforcés de trouver un vaccin contre Ebola. Il existe différentes stratégies pour produire des vaccins antiviraux. La plus simple consiste à cultiver le virus en grande quantité, à l'inactiver d'une manière ou d'une autre, et à utiliser ce virus inactivé comme vaccin. Nous avons tenté cette méthode pour Ebola. Même si cela a fonctionné sur les rongeurs que nous avions comme cobayes, des souris et des cochons d'Inde, cela n'a pas marché sur les singes. Beaucoup de pistes n'ont rien donné. Une dizaine de stratégies prometteuses ont échoué. Mais après des années d'impasse, les chercheurs sont parvenus à créer un vaccin qui immunise les singes et pourrait protéger les humains. Il s'agit d'un vaccin qui comporte un virus modifié, celui qui provoque le rhume classique, auquel on ajoute un Ebola inactivé. La technique est très complexe, mais elle pourrait ouvrir la voie à des vaccins contre d'autres agents pathogènes qui semblent incontrôlables, comme le VIH. Si tout se passe bien, les soldats et les citoyens pourraient un jour être protégés contre Ebola. Mais en attendant... On préfère imaginer que ces choses se passent très très loin de chez nous et qu'elles auront du mal à arriver jusqu'à un aéroport pour nous atteindre. Malheureusement, vu le monde dans lequel on vit, toutes ces contrées lointaines sont beaucoup plus proches que la plupart des gens ne le réalisent. Alors il n'y a plus qu'à espérer que si un jour nous sommes infectés, nous ferons partie des rares chanceux dont le système immunitaire peut repousser ce terrible tueur.